pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Comme je vous ai dit en post et comme je vous ai promis, on va voir comment ça se forment les tempêtes. Ouais, mais enfin, on va voir beaucoup de choses aussi. Donc déjà, pourquoi il faut comprendre la météo? Ben, c'est très simple, parce que la météo, c'est plusieurs mécaniques qui sont fluides et donc qui s'emboîtent les uns aux autres. Et s'ils ne s'emboîtent pas, ben, ça fait pas ce qu'on voudrait que ça fasse. Par exemple, une tempête, des orages, de la neige, ou encore d'autres phénomènes, pardon. Donc les cartes, c'est des vues en 2D, mais la météo, c'est des phénomènes en 3D. Pourquoi? Parce que la météo, c'est par étage. Les choses se font par étage. C'est-à-dire que tout est relié. Par exemple, la température est liée au jet. Puis le jet est lié aux dépressions. Les dépressions à la pluie et au vent. Et le vent, ça peut faire des dégâts. Et les dégâts au sous, etc., etc., etc. En fait, s'il y a un truc qui plante, tout plante. Et dans le bon comme dans le mauvais sens. Voilà. Euh, donc, faut toujours faire attention et toujours vérifier couche par couche. Donc, le but, c'est de comprendre comment chaque paramètre influence l'autre. Donc, les jet streams sur les dépressions, la neige, donc les précipitations, etc., etc. Il ne faut pas une lecture, je veux dire, débile. Il faut une lecture intelligente. Donc, anticiper la trajectoire des tempêtes, des vagues de froid, de la neige. Alors, si je répète plusieurs fois tempête, c'est normal parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est les tempêtes. Donc, on va monter du sol à la stratosphère pour lier tout ensemble. C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Donc, les pressions et le vent, c'est des bases qui sont absolues et très importantes. Premier point, la base, non, pardon, la pression atmosphérique. Donc, c'est le poids d'une colonne d'air. Par exemple, si imaginez-vous une colonne d'air, plus la colonne est épaisse et plus il y a d'air, c'est une haute pression parce qu'il y a plus de pression de l'air. Moyen d'air, donc c'est une colonne pardon, qui est plus mince, donc c'est une basse pression, donc une dépression. La variation de la pression atmosphérique, ça crée du vent. Pourquoi? On va le voir aussi après. Et l'analogie en relief, eh bien en fait, c'est comme si vous avez par exemple comment expliquer? Euh, j'ai pas le mot, mais un entonnoir et que la pente de l'entonnoir, c'est la pression atmosphérique. Et bien ça, c'est les pentes, les hauts pour les anticyclones, les bas pour les dépressions, etc., etc. On va voir ça juste après. Donc on a ensuite le gradient de pression. Qu'est-ce que c'est? C'est un écart. Alors, je vais m'expliquer. C'est l'écart de la pression divisé par la distance. Mais dans un gradient de pression, qu'est-ce qu'il faut voir prioritairement? Dans un gradient de pression, il faut voir la distance entre chaque isobare. Par exemple, là, vous voyez, il y a du vent. Et si on vérifie, alors, il y a du vent juste là. Pourquoi? Déjà parce que cette dépression, elle est en train de se combler. Elle est en train de se combler doucement. Donc ça fait que le vent, ben, est faiblit. Mais si elle était en train de se creuser, il y aurait du vent. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause. Je me suis dit, non, il y a un truc qui est pas normal, mais en fait, donc, plus le gradient de pression est important, plus le vent est fort. Donc, plus les isobars sont resserrés, plus le gradient est énorme et important. Et donc, des isobars espacés, ça fait un faible gradient et des vents qui peuvent être faibles. Je vérifie comme ça régulièrement. En fait, c'est pour vérifier que tout se passe bien parce qu'avant, ça s'est mal passé. J'ai dû recommencer la vidéo. Heureusement, je n'allais pas continuer parce qu'en fait, j'avais plus assez d'espace de stockage. Ça fait 4 minutes. Je vais essayer de faire 30 minutes ce soir. Après, si j'ai atteint les 40 minutes, je ne fais pas exprès. Ouh là là, c'est pas beau ça, hein. Bref, on n'est pas là pour vérifier ça. Donc, on va en avoir besoin. Donc, les forces qui sont en jeu, c'est le gradient qui pousse de l'air. Donc, en fait, plus le gradient est important, plus ça pousse de l'air et donc plus les rafales de vent sont importantes. Mais on va voir ça ensemble après. Ensuite, on a la force de Coriolis. Je sais pas parler moi, de Coriolis qui dévie l'air. Oui, j'ai dû faire un bug. Donc la force de Coriolis qui dévie l'air. Bah, en fait, les dépressions en hémisphère nord, c'est sens anti-horaire, en hémisphère sud, c'est sens horaire, et inversement pour les anticyclones. Donc, on a aussi le frottement qui ralentit
le vent au sol, mais ça peut l'accélérer dans certains cas. Par exemple, en 1999, dans des forêts comme des forêts de Lorraine ou des Vosges, le vent s'est brusquement accéléré dans les forêts et ça, c'est par certains effets qu'on va voir plus tard. Pas aujourd'hui, mais dans d'autres vidéos. Comme par exemple le 26, 27 et 28 décembre 1999 où on va parler de Lothar et Martin. Alors, il n'y aura pas de. Alors, les lives pour l'instant, je ne vais pas les commencer. Je préfère attendre qu'il y ait un peu plus d'abonnés. Mais après, on les commencera, bien évidemment. Surtout pour les tempêtes, la neige et tout. Voilà. On retourne au sujet. Ensuite, on a le vent géostrophique. Alors, le vent géostrophique, qu'est-ce que c'est? Le vent géostrophique, c'est le vent sans obstacle. C'est-à-dire le vent qui est pur, comme si on dirait. Donc, si vous avez par exemple 130 km/h de vent géostrophique, vous pourrez avoir seulement 100 km/h de vent normal. Voilà. Donc, on va continuer. Comment naît le vent? L'air ne va pas vers la basse pression, il est dévié. Oui, le vent est dévié, ça c'est normal. Pourquoi? Parce qu'une basse pression ne peut pas vraiment avoir de l'air, étant donné que l'air, ça empêche le vent. Je vais m'expliquer. Dans un anticyclone, vous avez beaucoup d'air. C'est ça qui fait la pression. Mais dans une dépression, vous n'avez pas beaucoup d'air, ce qui crée le vent. Voilà. Donc, ça fait quoi? Un résultat, donc une rotation du vent, donc qui est dévié le vent autour des basses pressions et des hautes pressions. Voilà. Le vent, on peut croire qu'il rentre dans le truc. Mais ça, c'est l'air. Non, pardon. On peut croire que l'air rentre dans la dépression, mais c'est le vent. Et pourquoi ça? Parce que simplement, étant donné que une dépression, c'est comme un entonnoir. Imaginez que l'entonnoir, il se fait avec de la pâte à modeler. Euh, oui, c'est bon. Que cette pâte à modeler, ben, vous pouvez la mettre en plusieurs façons. Par exemple, si elle est plate, c'est une dépression aux alentours de 1000 hectopascales, 1000 à 1005, comme ici. Ce qui fait que vous avez peu de vent, et vous imaginons que le vent, c'est de l'eau. Si vous mettez de l'eau sur une surface plate, l'eau va un tout petit peu bouger, mais pas énormément. Par contre, si cette pâte à modeler, vous la descendez légèrement, vous la creusez un peu plus, sans faire de trou, mais vous la creusez, vous allez voir que quand vous allez mettre de l'eau, l'eau elle va glisser et elle va tourner. Et ça, c'est le vent. Le vent, il glisse et en glissant, il s'accélère et ça produit les tempêtes. Voilà. Parce qu'il y a moins de pression, donc il y a plus d'espace pour que le vent fasse tout ce qu'il veut. Maintenant, on va parler de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un immeuble à étages. On a au niveau 1000 hectopascales, donc la surface à 10 mètres de haut, un vent perturbé par les frottements. Donc, comme j'ai parlé avant, des frottements, par exemple des bâtiments, des arbres, etc. Ensuite, on a la température qui est influencée par le sol. Oui, parce que comme j'ai parlé hier de la neige, quand on a une température négative au sol, la neige peut tenir, même si on a une température aux alentours de 1 ou 2 degrés dans l'atmosphère. Ensuite, on a la pression mesurée. Donc la pression, il faut savoir que c'est au sol. La pression, ce n'est pas en altitude, la pression, c'est au sol. C'est pour ça qu'il y a du vent. Parce que si la pression sera en altitude, on n'aurait pas de vent. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'humidité. Les sources d'évaporation, comme la mer, le sol, les lacs, les fleuves, donc tout ce qui est constitué d'eau, ça donne aussi un carburant pour les tempêtes, les orages, la pluie et la neige. Ensuite, on a la nébulosité, pardon, donc les stratus et les brouillards. Donc là, on va faire étage par étage. Au début, on peut croire que c'est complètement débile, mais vous allez voir que c'est super important. Ensuite, on passe un peu plus haut, on monte dans l'atmosphère entre 925 et 850 hectopascales, donc à 1500 mètres. C'est un niveau de référence pour les masses d'air. On élit les advections chaudes et les advections froides. Alors, j'ai pas tellement encore compris les advections chaudes, mais en fait, c'est des déplacements de masse d'air qui font, ben, comment dire,
qui font les perturbations et tout. Mais il faut que je sois sûr, donc si vous n'êtes pas sûr ou si vous savez, écrivez-le en commentaire, ce sera plus simple. Ensuite, on a les fronts froids et les fronts chauds, donc pour les orages l'été ou pour encore de la neige l'hiver. Donc ça fait des fois les contrastes thermiques, la pluie, etc. Donc en fait, les fronts, c'est ça, regardez. Les fronts, c'est ça. Par exemple, ça, c'est un front chaud et ça, c'est un front froid. En fait, c'est ça, les fronts. C'est, alors le front chaud, c'est tout front se déplaçant de façon telle que l'air chaud remplace l'air froid. Donc là, c'est-à-dire que l'air chaud remplace l'air froid. Pourquoi? Parce que l'air chaud monte. Vous voyez? Et ça, c'est froid, c'est terme générique désignant à la fois l'anafront et le front froid dédoublé, et je n'ai rien compris. Non, j'ai pas compris. Je vous avoue, je n'ai pas compris. Mais enfin, front froid et front chaud. Les fronts froids, en général, c'est pour les pluies, parfois orageuses, et je crois que les fronts chauds, c'est pour les orages. Mais ça, je suis pas sûr, hein. Alors là, vraiment pas. J'ai peur de raconter des conneries, parce que si vous, j'en raconte, non, mais bon, non. Alors, pour les tempêtes, c'est sûr que je raconte d'autres conneries, parce que ça, je sais que j'en raconte pas. Mais par contre, après, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde. Donc, si vous savez, ben, vous pouvez bien sûr le mettre. Voilà. Donc, on va continuer. Ouais, tout va bien. Attendez, parce qu'en fait, en même temps, ouais, non, c'est pas encore terminé, ce bordel là. Non, c'est pas terminé. Donc, comme j'ai dit, c'est très utile pour les prévisions de la neige et du gel. Et aussi, il faut savoir l'intensité du gradient thermique. Parce que le gradient thermique, c'est ça ce qui va pouvoir, je vais y arriver, ce qui va nous montrer en fait, et ce qui va nous donner comme signal pour la neige, pour les confinements d'air, les orages, etc. Ensuite, on monte encore à un niveau de 700 hectopascales, donc c'est aux alentours de 3000 mètres. On a l'humidité atmosphérique, donc l'humidité relative, et donc les nuages moyens comme, je crois qu'il y a les cumulus. Alors, déjà, il y a les cumulonimbus, ça c'est sûr. Mais il y a, je crois, les cumulus. Alors, on va regarder ça rapidement. Euh, je sais pas écrire, moi. Alors là, vraiment pas. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, alors les cumulus n'est pas du tout à 3000 mètres. J'ai dû confondre avec un nuage. J'ai dû confondre avec, oui, les altocumulus, pardon, parce que, alors, cumulus, altocumulus, je confonds. Des fois, oui. J'arrive même, alors, des fois, j'arrive à j'arrive très bien à les différencier, mais là, j'ai pas d'arrivé. C'est pas grave. Ouais, voilà. Donc, on va garder ça. Ah oui, il y a eu un parapentiste, c'est vrai, qui a été aspiré par un cumulonimbus. Ouais, jusqu'à 8500 mètres de haut. Moi, j'aurais flippé à sa place, hein. J'aurais fait un arrêt cardiaque, je pense, clairement, parce que j'ai peur des grosses choses. C'est horrible, mais je sais pas comment vous dire, mais j'ai très très peur des grosses choses. C'est horrible. Pas que je suis une flippette, mais j'aime pas les gros trucs. Je sais pas, moi, ça me. Ensuite, on a l'air sec. Et oui, l'air sec. En fait, l'air sec, ça fait disparaître les précipitations. C'est pour ça qu'à 3000 mètres, en général, il pleut pas tellement, ou il neige pas tellement, sauf si vous avez des hauts nuages. Mais il pleut quand même, mais pas tout le temps, vous voyez. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en montagne, des fois, on a les montagnes qui sont dans les nuages. C'est pour ça. Ensuite, on a les ascendances et les descendances visibles. Et oui, regardez sur Arome, on a les vents. Attendez. On a les vents verticaux et les. Oui, on a les vents verticaux à 700 hectopascales. Donc on a les vents ascendants en rouge et les vents descendants en bleu. Voilà, simplement. On a aussi la base du moteur convective. Alors, la base du moteur convectif, je pense bien que c'est le Mucape. Alors, il y a des choses que j'ai prises sur des sites et tout, donc il y a des choses que je comprends pas tellement.
la base du moteur convectif. Donc on va regarder. Non, base du moteur convectif. Alors, la base du moteur convectif. Convection thermique. Mhm. Bon, j'ai mal. Alors, ouais, non, ça me donne pas du tout envie. Non, en plus, ça n'a rien à voir. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant, on va passer au niveau 500 hectopascal. On va devoir retourner sur GFS. Pourquoi? Parce que à 500 hectopascal, c'est la structure 3D de l'atmosphère. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a les géopotentiels. Et on peut se dire, oui, mais les géopotentiels, ça sert à rien. Ben si, ça sert énormément à quelque chose. Là, ça, c'est ce truc jaune, là. C'est, en fait, les géopotentiels, ça dit l'altitude de 500 hectopascal. Alors, 5000 mètres, en soi, ça ne bouge pas. Mais 500 hectopascal, ça va bouger avec ça. En fait, ça veut dire que c'est de l'air chaud. Et c'est de l'air chaud déjà. À 500 hectopascal, ça, c'est de l'air chaud. Et c'est un géopotentiel Z 500 qui est haut. Et quand c'est bleu ou violet, c'est bas. Alors quand c'est vert, c'est niveau normal en fait. Mais quand c'est jaune et rouge, c'est haut à très haut. Et quand c'est bleu et violet, c'est bas à très bas. Donc, c'est des vagues baroclines. Qu'est-ce que c'est qu'une vague barocline? En fait, une vague barocline, c'est comme si vous direz que ça, c'est le sommet et ça, c'est le creux de la vague. Voilà, clairement. Ensuite, ça influence énormément la trajectoire des dépressions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand il y a une dépression qui a un creux, par exemple à 1000 hectopascal, on va se mettre comme ça, regardez. S'il y a un creux à 1000 hectopascal comme ici, 1010, allez, et que ça rentre en contact avec cet air qui est polaire. Alors déjà, il y a le, comment ça s'appelle? Attendez. Il y a, oh, j'ai pas le mot. Le conflit thermique. Voilà, il y a un conflit thermique qui se met en place, ce qui fait que euh, bah, les masses d'air ne peuvent pas se mélanger. Mais c'est pas tout, parce que regardez, si il y a une dépression qui doit s'adapter. Attendez, parce que là j'ai un truc qui est passé de travers dans la gorge. C'est bon. Si vous avez une dépression qui passe par le bleu. En fait, le bleu, c'est l'altitude de 500 hectopascal qui est plus basse. Donc, ça fait que la dépression, elle va en fait devoir s'adapter à cette altitude et donc baisser. Mais la dépression, elle ne peut pas baisser en soi. Non. La dépression, elle va se creuser. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une dépression qui rentre dans une zone rouge, non, rouge, violette, pardon, mais qu'elle vient d'un air plutôt jaune ou verdâtre, elle va se creuser et exploser. Alors, ça ne doit pas être du bleu comme ça doit être du bleu par exemple comme ça, ou vraiment du bleu violet. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des bons météos parce que ça passe sur cette air-là. Parce qu'en fait, ça doit s'adapter et ça doit se creuser. Euh, En fait, c'est comme si la dépression, vous voyez, elle va chercher le plus bas de l'atmosphère pour rester stable, vous voyez? Et en cherchant le bas de l'atmosphère, ben, en fait, elle va se creuser comme un entonnoir et chercher le bas de l'atmosphère. Eh bien, voilà. Mais pourquoi ça fait ça précisément? Pourquoi? Parce que si vous regardez un anticyclone, c'est plein, 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 plein d'air. Donc ça fait que c'est une dorsale. C'est pour ça qu'on n'a pas de vent. Parce que l'air, il est présent. Mais si vous avez une dépression, il n'y a pas beaucoup d'air. Et l'air, lui, il s'évacue par le haut. Mais vu que la dépression va rentrer en contact avec des géopotentiels bas, l'air, il va rapidement s'évacuer, très rapidement, 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 parce que la dépression va s'adapter et vu qu'elle va se creuser, je ne sais pas si vous comprenez, mais vu que la dépression va arriver sur des géopotentiels bas, elle va devoir s'adapter. Donc, ça va faire un creusement automatique
et l'air, ben, il va s'évacuer et donc ce sera creux. Vous voyez? Donc moins il y a d'air, plus c'est creux et donc si ça rentre en contact avec des géopotentiels bas, ben, c'est plus creux parce que l'air est aspiré par le haut, donc ça fait une dépression. Donc les géopotentiels, ça détermine aussi le flux dominant, s'il est d'ouest ou du nord. Par exemple, là, il est plutôt d'ouest et là, du nord. Ça détermine l'amplitude des tempêtes, donc ce que je viens de vous dire, et les anomalies chaudes et froides. Donc là, vous avez des anomalies, par exemple, chaudes et là, des anomalies froides. Voilà. Déjà, ça commence comme ça. Après, c'est plus précis et certaines choses. Ensuite, on a le niveau 300 hectopascales, donc 9000 mètres. Et c'est le fameux jet stream. Et oui, le jet stream, c'est le truc qui est très important. Alors, on n'oublie pas souvent, ça, non, on n'oublie pas souvent, mais il est très important parce que le jet, c'est le vent maximum. Et après, on va parler d'autre chose qui s'appelle le jet streak. Donc, le jet stream, c'est le vent maximum. Vraiment, le vent le plus rapide de l'atmosphère en temps normal. Je crois que c'est... Oui, non, c'est le vent le plus rapide. Alors, ça dépend, hein, s'il y a le jet, hein, parce qu'il n'y a pas de jet, voilà. On a deux types de jets, le jet polaire et le jet subtropical. Donc le jet polaire, il est chez nous, voilà. Et le jet subtropical, regardez où il est. Eh ben, il est juste là. Ça, c'est le jet subtropical et ça, c'est le jet polaire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs cellules dans l'atmosphère. Ensuite, on a un jet qui est appelé comme un tapis roulant pour les dépressions. Qu'est-ce que c'est? En fait, une dépression, quand elle va rentrer en contact avec le jet va l'aider à avancer. Regardez, on se met par exemple euh, là, juste là. 150 heures, si je ne me plante pas, c'est 150 heures. Voilà, là vous avez un jet et ça va accélérer la vitesse, pardon, ça va accélérer la vitesse de la dépression. Mais il faut savoir que oui, regardez, quand on a un jet où il y a deux branches carrément, une et deux, ça c'est un signal super important pour dire bombe météo. Alors là, il n'y a pas de bombe météo par exemple. Mais en général, c'est un signal de bombe météo. Et c'est très important de le savoir parce que si on ne le sait pas, ben, c'est pas que c'est dangereux non plus, mais il faut le savoir. Voilà. Il faut vraiment le savoir que c'est un signal. Donc si vous avez par exemple, je regarde dans les archives, alors, si vous avez par exemple là, tac, voilà. Si vous avez, bon, il veut venir ou pas? Ah non, il était là, merde. Je crois qu'il était là. Attendez, que je retrouve le taux parce que je me suis planté. Oh, ça m'arrive régulièrement. Enfin, pas régulièrement non plus, mais bon. Je sais même plus si c'était lui le modèle. Non, c'était pas lui. C'était AIFS peut-être. En fait, je vais vous montrer pour que vous compreniez ce que je veux dire. Parce que comme ça, c'est pas super super simple. Bon, c'est pas grave. Je vais vous dire comme ça si je trouve un truc au fur et à mesure. Euh, En fait, c'est si vous avez, par exemple, deux jets qui se superposent en quelques heures et qui font une marque de dépression, genre de tempête, comme Karan, par exemple. Mhm. Ah ben tiens, Karan, mais oui, qu'est-ce que je suis bête et j'aurais pu voir Karan. Karan, elle est où, Madame Karan? Karan. C'était en novembre, c'était le 1er novembre. Eh ben regardez, Karan, en fait, c'est ça. Ah oui, c'est sûr que si je mets pas le bon machin, voilà. Regardez le jet. En fait, quand je parle de deux jets, c'est ça. Par exemple, ça. Alors, on peut croire qu'il y a un jet, mais en fait, si on regarde bien, 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 il y a comme une impression de deux jets. Mais parfois, quand il y a vraiment, véritablement deux jets, parce que là, il n'est pas bien fait, c'est un signal de bombe météo, clairement.
Ensuite, on a le jet streak. Alors, qu'est-ce que c'est que le jet streak? On a pu l'entendre parfois dans certains trucs météo, mais le jet streak, véritablement, c'est quoi? Eh bien, le jet streak, en fait, c'est une accélération dans le jet stream du vent. En fait, c'est des pointes. C'est-à-dire que si vous avez un jet stream, par exemple, on va le prendre, allez, il y en avait un intéressant il y a quelques jours, hier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier, mais ils annonçaient une véritable tempête, hein, clairement, une véritable tempête. Sur le nord de la France, ça s'est enlevé aujourd'hui, je comprends pas pourquoi. Bah, c'est chiant, quoi. Alors, voilà. Ça, par exemple, c'est un jet streak. Alors, peut-être j'aurais un peu mieux comme explication parce qu'on ne dirait pas. Voilà, ça c'est un jet streak, ça c'est typique. C'est en fait, si on a par exemple un jet qui a une vitesse moyenne de 200 à 220 km/h, là on est clairement à 260-270 km/h. Et ça, ces petits noyaux là, c'est des jet streaks. C'est une accélération isolée du jet stream. Donc en fait, on a les divergences et les convergences analytiques. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les zones d'aspiration et c'est des moteurs de dépression. C'est-à-dire qu'on peut croire que la dépression, elle se creuse grâce à l'accélération du jet, mais pas totalement en fait. Parce que imaginons que vous avez plein de fumée, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fumée, et que vous passez votre main très rapidement. On est d'accord que derrière votre main où vous êtes passé, il n'y a pas de fumée dans un petit creux. Et ce creux, en fait, ça représente la dépression et ça représente le creusement de la dépression. Donc quand il y a une dépression qui passe très rapidement sur le jet, et surtout sur le jet streak, en fait, ça fait dans l'entrée gauche, donc l'entrée ouest, ça fait un creux et ça forme la dépression. Donc c'est en dessous, c'est en dessous, mais je pense que vous m'avez compris. Et quand c'est à droite, donc sur sa droite, la vitesse ralentit. Donc, ça fait que la dépression, bah, à un moment, elle va crever. Mais vous voyez que derrière, bah, ça fait le creusement. Et c'est en fait le jet stream, le rôle qu'il a, c'est d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer et d'aspirer le vent par en haut. Vous voyez, si vous passez votre main, vous allez voir que s'il y a de l'air, de la fumée plutôt, que s'il y a de la fumée, vous allez sentir ou voir même la fumée sous votre paume de main. Et ce qui fait que la fumée monte et la fumée, c'est représenté pour moi, enfin pas pour moi, mais c'est représenté comme de l'air. Je regarde à combien de temps je suis parce qu'on n'a absolument pas fini. Je suis à 27 minutes. Waouh. Euh, Ensuite, on a le niveau de 10 à 50 hectopascales, donc c'est la stratosphère et le vortex polaire. Donc on a des températures très basses, à moins 60 degrés, une circulation stable. Le vortex polaire, c'est une turbine géante et c'est ça qui influe et qui dit en fait comment le temps va être clairement. Parce que si le vortex polaire part en cacahuète, tout part en cacahuète. Là, c'est un très bon vortex polaire. Et ça, c'est un gros signal pour les tempêtes, par exemple. Si le vortex polaire est accéléré, c'est un signe de tempête. Donc là, il est clairement en train de se former. Par contre, vous voyez qu'on a une cellule et deux cellules. De base, il est censé savoir qu'une. Là, il y a une cellule qui va se reformer. Et vous avez vu que là, il y a une accélération, clairement. Une grosse accélération. Là, une grosse accélération. Et ça, il va falloir surveiller. À la fin du mois. Donc, le vortex polaire, comment dire? C'est comme une perturbation non, pardon. S'il y a une perturbation, pardon, je vais y arriver et je m'emmêle les pinceaux. En fait, je sais pas ce que j'ai marqué. Hem, donc s'il y a une perturbation, pardon, en fait, si en même temps qu'il y a une perturbation, ça va impacter sur le flux zonal. Donc ça, le truc là, ça impacte sur le flux zonal. En fait, s'il y a une perturbation, j'ai compris, je viens de me recomprendre. En fait, s'il y a une perturbation du vent stratosphérique, ça influe énormément sur le zonal et sur la NAO+ ou la NAO-. Ensuite, on a les effets sur froid extrêmes en Europe. Par exemple, si vous avez le attendez que je retrouve le truc que j'avais vu avant. Le vent stratosphérique, vous regardez alors là, il n'y a pas, mais qui plonge comme ça vers le bas.
En général, c'est un signal de froid et pas qu'un peu. Parce que là, c'est déjà un beau signal de froid, ça. En général, ça tourne comme ça, mais là, ça tourne directement au Groenland. Contrairement à là, ça passe pas par le Groenland. Ça dévie plus au sud, oui, vers là, vers en haut à gauche. Donc, ensuite, on a les dynamiques des dépressions. La naissance d'une dépression. Là, c'est vraiment le plus important. J'espère que vous avez pris des notes, hein, parce qu'après, il y a un contrôle. Des fois, j'ai fait l'accent africain, moi. Désolé, c'est pas raciste du tout, hein, mais des fois, c'est comme ça. Voilà. Donc, le début, c'est en altitude des pas au sol. Et oui, pourquoi? Parce que le jet streak, c'est une divergence, c'est-à-dire que c'est une accélération. Ça diverge par rapport au truc moyen, enfin au jet moyen. Et en fait, quand il y a un retrait d'air en altitude, le sol, il aspire, enfin pas, c'est du sol que ça aspire, l'air monte et la pression, elle baisse. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une dépression se creuse quand l'air est aspiré par le haut. Donc, on a aussi les fronts froids et les fronts chauds qui commencent à se définir au creusement d'une dépression. Ensuite, on a l'intensification de la dépression, donc le contraste thermique avec les géopotentiels et aussi les températures. On a le vent en altitude qui commence à cisailler, à machin, à truc, à machin. Et ben, ça fait ensuite. Attendez. Oh non, je me suis fait une fausse joie toute seule. Oh non, c'est chiant ça. Ah non, j'aime pas. Non, 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 j'aime pas les fausses joies. Je déteste ça. J'ai mal regardé le run d'un free spray. Donc je disais, le vent en altitude, ben, ça permet de faire, par exemple, le jet stream ou les autres trucs, et ça permet d'accélérer la dépression et de la creuser à cause de l'air. Ensuite, on a le gradient au sol. Oui, le gradient au sol, ben, c'est le gradient de pression, carrément. Si votre gradient il est faible, ça ne va rien faire. Si votre gradient il se creuse de plus en plus, il est de plus en plus fort, c'est signe de vent violent et de tempête. Ensuite, on a la cyclogénèse. Qu'est-ce que c'est que la cyclogénèse? En fait, c'est la rotation d'une dépression qui s'intensifie. Plus la rotation est marquée, plus c'est une cyclogénèse et plus le risque de bombe météo est là, et inversement. Donc, plus le jet est fort, plus la dépression peut descendre bas, 960, 980, non, 980, 960, 940 hectopascales, parce que l'air est aspiré par le jet de la dépression. Ensuite, non, je ne vais pas prendre PowerPoint, ça va me servir à rien du tout. S'il te plaît, ne l'ouvre pas PowerPoint parce que franchement, ça va servir à rien. Oui, voilà, c'est bon, reste tranquille. Ensuite, on a les cycles frontales. On a les fronts chauds, donc un air qui monte en douceur, c'est-à-dire un air qui monte doucement. Voilà. Ensuite, on a un front froid, c'est un air qui balaie l'air chaud. C'est pour ça que quand il y a des orages, vous avez carrément une délimitation entre air chaud et air froid. Avant, je n'avais pas compris, mais je viens de comprendre. En fait, quand vous avez des orages, par exemple des supercellules, vous voyez bien la démarcation de la température et c'est ça le front froid. Euh, Ensuite, on a l'occlusion. L'occlusion, ça veut dire la fin du cycle. Ça veut dire clairement quand quelque chose est en train de mourir. Une tempête qui meurt, une dépression qui meurt, et un comblage en fait. Après, ensuite de ce processus, on a bien évidemment. Alors, la fin du cycle, c'est des fronts chauds, des fronts froids, des tout, du tout. En fait, c'est l'occlusion, c'est la fin d'un truc. Pardon, c'était pas la fin d'une tempête, c'est la fin de quelque chose, mais pas de la tempête en elle-même. Parce qu'en fait, ensuite, on a le creusement explosif, la bombogénèse. Le bombogénèse, c'est le début de la phase bombe. Donc, une baisse qui est au-dessus ou égale à 24 hectopascales par 24 heures. Donc, 1 hectopascal par heure. Il faut aussi un jet très puissant, un jet streak sur la zone barocline, donc c'est-à-dire la zone où la dépression se forme, et un contraste thermique énorme, ce qui va faire de l'instabilité dans l'air. Exemple typique en Atlantique Nord.
donc comme il y a les tempêtes l'hiver. Ensuite, on a la mort de la dépression, donc l'occlusion totale, comme je vous ai dit avant, de tout. Le gradient thermique et le gradient de pression qui s'affaiblit, le jet qui s'éloigne et la pression qui remonte. Donc, le beau temps. Comment lire le jet? C'est le paramètre le plus important parce que la structure du jet, elle a un couloir principal. Ça délimite les masses d'air chaudes et les masses d'air froides parce que c'est les masses d'air chaudes et les masses d'air froides qui créent le jet stream. Et le jet stream, c'est c'est une suraccélération locale. Une petite accélération, mais très rapide, très forte et très violente. Ensuite, on a les 4 cadrans du jet stream. On a, et c'est extrêmement important, on a une entrée droite. Donc l'entrée droite, c'est une divergence. Donc c'est à l'est. Une entrée gauche, c'est une convergence à l'ouest. Attendez, j'ai eu un bug. Non, pardon. J'ai eu un gros bug. Oula. Attendez. On va y arriver, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai. Alors, je sais qu'il y a une entrée et une sortie. Normalement. Attendez. J'ai eu un gros bug là, désolé. Je vais mettre en pause la vidéo parce que j'ai eu un gros bug. Donc, je dois m'arrêter 2 secondes. C'est bon, tout va bien, j'ai compris ce que je voulais dire. Donc, on a l'entrée droite. En fait, l'entrée, c'est l'accélération du jet. Donc, quand vous avez une entrée droite, l'accélération du jet à droite, donc à l'est, c'est une divergence, donc les masses d'air qui s'éloignent les unes des autres. Donc, c'est une accélération, mais c'est aussi la fin du jet. Ensuite, quand vous avez une entrée gauche, c'est l'accélération du jet par l'ouest, et c'est quand les masses d'air, elles se rapprochent. Ensuite, une sortie droite, c'est quand les vents y faiblissent et que les masses d'air, alors elles convergent à droite quand c'est une sortie droite et elles divergent à gauche quand c'est une sortie gauche et elles divergent beaucoup. Donc, en général, la sortie gauche, c'est la zone la plus explosive. Pourquoi? Parce que c'est là que le vent va s'accélérer. Voilà. C'est là que le vent va commencer à être de plus en plus fort. Parce que si vous allez à la sortie de quelque chose, ça dépend, mais... Oula, je me suis perdu. Je suis fatigué, moi, d'un coup, là. Attendez, on va recommencer. C'est pas grave, je vais y arriver. Donc, quand c'est une entrée de quelque chose, c'est quand le jet s'accélère. Mais quand c'est la sortie de quelque chose, c'est quand le jet ralentit. Donc, c'est pas la sortie gauche, la zone la plus explosive, mais c'est l'entrée gauche. C'est logique. Voilà. Et parce que les masses d'air, elles sont de plus en plus proches. Donc, ça fait que il y a plus une phase bombe. On va continuer avec l'effet du jet sur les dépressions. Donc ça guide déjà la trajectoire, ça accélère les systèmes, ça creuse s'il y a une divergence. Voilà. Donc pardon, c'était bien ça, la sortie gauche, c'est la zone la plus explosive parce qu'il y a une divergence. Voilà. Et explosif si c'est aligné avec la barocline, c'est-à-dire que si c'est vraiment, il y a tout qui est mis en place, jet, dépression et les masses d'air. Et là, ça explose. Ensuite, les signes en prévision longue, donc à J+7 et J+10, il faut qu'il y ait un jet rectiligne, ce qui veut dire un flux zonal et des tempêtes rapides. Si le jet est cassé, ça fait des dorsales ou des décrochages arctiques. Si le jet
ils fusionnent. Donc, comme je vous ai dit avant, si le jet, il y a deux jets qui se rencontrent, ça fait des tempêtes explosives. Et si c'est un jet très méridien, ça fait un froid extrêmement, genre un froid extrême qui est possible. Donc, un jet méridien, c'est un jet qui descend. Si je me trompe pas, c'est ça, hein. Si je me trompe pas, le jet méridien, c'est un jet qui descend. Parce que si on me dit le froid, normalement, ça descend. Un jet méridien. Qu'est-ce qui me sort là? Non, je te demande pas des chambres, moi. Euh, voilà, un jet méridien, c'est ça. C'est un air froid, voilà. Donc, ensuite, on a les géopotentiels, c'est l'ossature du temps. Comment lire les cartes avec les géopotentiels? Donc, les dorsales, ça, c'est de l'air chaud et un temps stable. Les vallées, comme je pourrais l'appeler, parce qu'en fait, les vallées, c'est un creux, voilà, parce que l'altitude est plus basse. Les vallées, c'est de l'air froid et un temps instable, donc des tempêtes en général. Alors, pas tout le temps, mais ça peut. Les anomalies, c'est des zones d'énergie. Donc, si vous avez une anomalie basse, c'est une zone d'énergie pour les tempêtes. Si vous avez une anomalie haute, c'est les zones d'énergie pour les anticyclones. Ensuite, on a l'interaction des géopotentiels et du jet. Dans tous les cas, le jet va suivre les géopotentiels. Là, il suit les géopotentiels, c'est normal. Voilà. Ensuite, les dorsales, ça provoque l'accélération du jet, comme par exemple, attendez, comme par exemple là, il y a une accélération du jet parce que ça descend. Totalement normal. C'est comme ça. C'est comme si vous direz c'est une pente en fait, même si c'est pas vraiment une pente. Euh, Ensuite, on a les vallées, donc c'est des creusements potentiels, c'est ça les vallées. Et les alignements vallées plus fortes barres inclinées, donc ça fait des tempêtes majeures. Donc si vous avez par exemple une grande vallée, donc une grande zone basse de dépression, et vous avez une petite dépression qui passe avec une forte barre inclinée, ça peut la faire exploser. La température, l'énergie du système. Donc, la température à 850 hectopascales, c'est pour savoir les masses d'air. C'est une bonne lecture pour la neige et la pluie, comme des fois je vous montre régulièrement. Par exemple, un bon exemple que je vais pouvoir vous donner, c'est ici, juste dans quelques jours, la descente polaire. Voilà, la descente polaire. Alors, elle est peut-être un peu moins forte que prévu. Oui, effectivement, depuis ces derniers temps. Ensuite, on a le gradient thermique, c'est les carburants des tempêtes. Parce que plus le gradient thermique est important, ça veut dire plus il y a de conflits de masse d'air, et donc plus l'énergie est présente pour faire un creusement dépressionnaire, et donc pour retirer l'air qu'il y a. Ensuite, on a les advections. Donc, une advection chaude, ça renforce le creusement. Attendez, c'est advection chaude ou froide qui renforce le creusement? La WWA, je sais plus si c'est chaude ou froide, j'ai un trou de mémoire. WWA, ouais, c'est la chaude. Donc, quand c'est une advection chaude, ça renforce le creusement. Et quand c'est une advection froide, ça renforce le gradient arrière. Et la convergence thermique, la formation des fronts. On va passer maintenant à quelque chose de très important. L'humidité et les précipitations. Donc le niveau 700 hectopascal, c'est un air saturé, donc des précipitations qui peuvent être probables. C'est là qu'il faut lire. Ensuite, un air sec, ça veut dire des trous dans la pluie. Alors des trous dans la pluie, c'est pas des trous dans la pluie, mais ça veut dire pas de pluie en fait. Euh, En fait, c'est comme si vous direz des trous dans la pluie, c'est-à-dire que si vous avez l'humidité, forte humidité, c'est du blanc, ben ça va être du noir quand c'est de l'air sec. Et c'est très bon pour prévoir les accumulations de pluie, par exemple, ou les orages. Ensuite, on va avoir la convection, de, comme vous connaissez, le CAPE, le lift index, les déclencheurs. Donc ça, vous connaissez très bien. On passe maintenant au 8e point. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini, hein. Il reste le 8, le 9, le 10 et le 11. Alors, il ne reste pas beaucoup de points parce que c'est très rapide à les faire. Donc, le 8e point, c'est du haut vers le bas et ça relie tout. En fait, la boucle complète, c'est, premièrement, le jet, ça permet de savoir la vitesse et la trajectoire.
Le géopotentiel, ça permet de savoir la forme et l'architecture du flux, s'il est flux océanique ou méridien. La température à 850 hectopascales, ça permet de savoir l'énergie et le gradient. Et ensuite, on a bien évidemment l'humidité, ça détermine les précipitations. La pression, c'est l'intensité finale. Et le vent, c'est la conséquence, bien évidemment, du gradient de pression, s'il est important ou pas. Par exemple, on va avoir une lecture type d'une naissance d'une tempête. Si c'est un jet puissant, donc une divergence, une vallée géopotentielle d'un air froid et d'une instabilité. Un gradient à 850 hectopascales qui est important, ça fait une baroclimie. Et si vous avez une baisse de pression au sol, ça renforce le vent, donc un cycle frontal et une structure complète. Maintenant, si on veut savoir une prévision à moyen terme, donc de 3 à 10 jours, ce qui est fiable, c'est la position du jet. Ensuite, les dorsales et les vallées à 500 hectopascales pour les géopotentiels. Les anomalies de température, ça c'est aussi très important, les anomalies de température, ça permet de savoir la baroclinie. Et ensuite, les grands types de temps, donc ça permet c'est comme un signal pour savoir le temps. Par contre, ce qui n'est pas du tout fiable, c'est la pression exacte, la trajectoire précise et la région impactée, donc un vent exact. Ça, on ne peut pas le prévoir. Il faut 2-3 jours avant, là on peut commencer à prévoir. On peut commencer, mais sinon on ne peut pas prévoir. Et comme je disais à l'instant, la prévision à court terme, entre 0 et 48 heures, c'est des modèles très bons. On peut prévoir les rafales, des dynamiques fines. Ensuite, de la convection, donc pour savoir les pointes en rafale, des précipitations horaires, donc heure par heure. Et pour finir, une belle conclusion, la synthèse globale. Donc la météo, c'est un mécanique logique, tout est logique dedans. Le jet, c'est le moteur de tout, et aussi des tempêtes principalement. Les géopotentiels, c'est la structure. La température à 850 hectopascales, c'est un carburant pour les tempêtes. La pression, c'est le résultat de tout ça. Et le vent, bien évidemment, la conséquence. Et l'humidité, ça permet de savoir l'intensité des précipitations. Et le mot final, tout est lié. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai pris pas mal de temps à faire et à essayer de comprendre tout ça. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, je voulais dire, n'oubliez pas de vous abonner, mais j'ai déjà dit. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.